et nous recevons notre premier invité. Il s'agit de Gabrielle Michaud. Gabrielle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice du réseau des musées de Chamonix, si je ne dis pas de bêtises. Et en quelques mots, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire d'être directrice des musées de Chamonix? C'est un grand titre un peu peut-être à rallonge. On va dire tout simplement que je m'occupe des musées de la vallée, les musées publics, ceux qui dépendent de la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Je vais tous les citer, comme ça vous aurez la liste. Donc en commençant par le bas de la vallée, aux Ouches, il y a le musée Montagnard. Ensuite à Chamonix, on a le musée alpin, qui est le musée le plus ancien de la vallée. Le musée des Cristaux, qui actuellement est en travaux, et la maison de la mémoire et du patrimoine. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est un site qui fait plutôt des expositions temporaires. Donc la maison du lieutenant à Servoz ne fait pas partie de votre réseau? Oui, parce que la maison du lieutenant est plutôt dans une optique site de nature, et donc elle dépend de la direction qui s'occupe des espaces naturels et qui gère aussi le col des Montées, par exemple. Et puis le dernier site du réseau, c'est la maison de Barberine à Valorcine. Que je ne connais pas. que je ne connais vous avez pas. Tort, c'est un lieu magique. Oui, Et là, vous venez de les énumérer. Et qu'est-ce qui ressort de ces différents musées? Quelles sont leurs spécificités à ces musées? Alors, c'est justement un travail qu'on a fait avec l'ensemble des équipes depuis mon arrivée. C'est que chaque musée ait sa propre identité. Au musée Montagnard, aux Ouches, donc le musée est situé dans la plus ancienne maison du village, qui était sur la place de l'église et de la mairie, qui était une ancienne maison de confrérie. Et dedans, on a un formidable patrimoine à caractère ethnographique, c'est-à-dire les souvenirs du monde rural de la vallée, qui ont été collectés à partir des années 30 et ont été installés dans ce bâtiment en 1979, et qui permettent de présenter l'état de la vallée avant qu'on ait le développement du tourisme. Je crois qu'il y a une exposition sur Christ Roi qui est actuellement. Oui, cet été et jusqu'au mois de mai de l'année prochaine, on a une très belle exposition sur l'histoire de la statue du Christ Roi, qui permet de comprendre le contexte de l'édification de cette statue qui est installée en pleine montagne, un peu étrange. Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi? Comment? Et puis on présente la façon dont la statue a été construite et l'aventure que ça a pu représenter pour un certain nombre de personnes du territoire qui ont contribué à ce projet. Donc une belle exposition à voir jusqu'au mois de mai 2022 au musée Montagnard. Et pour ma simple culture, quand est-ce que ça a été érigé, cette statue? Alors, c'est un projet qui a été initié par le curé des Ouches dans les années 30 et qui voit le jour vraiment après-guerre. Donc ça met une trentaine d'années avant d'être finalisé. D'accord. Et donc le musée alpin? Et le musée alpin à Chamonix, donc un musée qui naît au 19e siècle et qui, dès cette époque, va servir à recueillir le patrimoine identitaire du territoire, celui qui est lié à la haute montagne, avec notamment les vestiges de la tourelle de l'observatoire qui était au sommet du Mont Blanc à la fin du 19e, qui servait à observer le soleil, qui avait été installé par Jensen, et tout un tas d'autres trésors de la vallée qui vont être organisés, installés petit à petit. C'est un musée qui a une histoire mouvementée, parce que c'est d'abord un musée privé. Il devint public en 1926. Il y a la guerre en 1939. Comme tous les musées de France, le musée est mis en caisse, mis au grenier. Et puis, il faut attendre la création de l'association des Amis de Chamonix pour que le musée puisse réouvrir, se développer et qu'il soit aujourd'hui dans un projet de reconfiguration totale dont on parlera peut-être, mais on est vraiment au tout début. Et j'imagine que du coup, on va parler un peu de... Là, on parlait de la guerre, mais on va parler de problèmes un peu plus actuels. J'imagine que ça n'a pas été très facile ces derniers temps au niveau des musées à cause de... Voilà, les musées ont été fermés. C'est vrai que c'est une situation compliquée. On ne reçoit plus le public. Par contre, on n'est pas fermé pour rien. C'est-à-dire qu'on a été très occupés pendant toute cette période-là. Et notamment, on a finalisé un projet de numérisation de nos collections. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un site internet qui présente une partie, un peu plus de 3000 pièces des collections du musée alpin qui sont accessibles à tout le monde grâce à internet. Et c'est un projet qui a été finalisé pendant la première partie du confinement en mois de mai 2020. Et cet hiver, pendant qu'on a été fermé, on a continué à travailler sur nos collections parce qu'on a à peu près 15 000 pièces au musée alpin. Et on est en phase de préparation d'un projet de rénovation. Donc on avait besoin de vérifier
si ces pièces étaient bien rangées au bon endroit, de préparer un déménagement, il fallait mettre en caisse tout simplement. Donc on a profité de cette période de fermeture au public pour faire une grande partie du travail. Et puis on a continué à numériser parce qu'on a un très très beau fond photographique, iconographique, qui est très sollicité à la fois par les éditeurs pour des livres, mais aussi par des chercheurs, par des étudiants, par les personnes qui s'intéressent à l'évolution aussi de la montagne. Et on peut leur mettre à disposition, grâce au travail de numérisation qu'on a fait, ces images en haute définition. Donc on a avancé ce travail-là, donc on était très occupés, même si les murs étaient fermés. Vous parlez de numérisation, c'est des photos, c'est des podcasts, c'est des vidéos qui vont sortir. Alors on a fait un petit peu de tout. Si vous nous suivez sur Internet, sur Facebook, on a pu essayer de mettre en place des podcasts. Donc on a fait ça notamment grâce au fonds numérisé et à l'activité des médiatrices culturelles qui sont là pour diffuser le patrimoine au public. Donc on a maintenant un certain nombre, je ne sais pas combien on en a fait, mais il y en a au moins une vingtaine qui sont là pour présenter des tableaux, des gravures, des objets. Et puis on a aussi des images numériques. Alors celles qu'on diffuse sur Facebook, toujours sur Instagram, mais aussi toutes celles qui sont sur notre site internet et auxquelles chacun peut accéder. Et on continue à mettre en place la suite de la numérisation de nos fonds. Du coup, vous n'avez pas perdu de temps du tout avec Non, toute l'équipe en fait était au travail. On s'était étalé dans les pièces pour que chacun ait son espace sans problème puisqu'il fallait 4 mètres carrés par personne, une organisation. Et puis on a quand même du matériel qui prend de la place. Donc quand on numérise, il faut un scanner, il faut un ordinateur. On a aussi des grosses pièces à numériser. Il faut pouvoir tourner autour, des appareils photo, etc. Donc on s'était étalé dans les locaux pour permettre ce travail-là. Moi, je me demandais quel était votre public. Bien sûr, il y a les touristes qui viennent apprendre qu'est-ce que la montagne, les écoles. Vous parliez des historiens, des chercheurs. Quel est votre public, en fait ? Alors, ça dépend des musées. Il y a des musées qui sont plus des sites de proximité. Je prends l'exemple du musée Montagnard aux Ouches. C'est un site qui travaille beaucoup sur le lien avec le village. Les habitants, les écoles, les centres de loisirs, toute la proximité autour du musée et puis bien évidemment les touristes, notamment l'été. Le musée alpin a une envergure plus large parce que c'est un musée reconnu, plus ancien, avec des fonds qui sont mieux connus. Et donc dans le musée alpin, on va drainer évidemment beaucoup de public touristique, mais aussi les enfants des écoles. On a maintenu aussi pendant la période du confinement où le musée était fermé. On a été dans les écoles, puisqu'ils ne pouvaient pas venir au musée, les enfants, on a été les voir à l'école. Et on a notamment poursuivi un projet à l'année avec l'école de Servoz, qui a été ensuite retranscrit sous une forme numérisée par les enfants qui ont fait un film avec des dispositifs d'ombre. C'est quelque chose qu'on a mis sur Internet aussi et qui est super à regarder, parce qu'on a été capable de construire. Donc ça a bien occupé notre équipe d'animation par rapport à ça. Et puis on reçoit aussi des personnes qui ne viennent pas pour visiter, mais qui viennent pour faire des recherches, consulter nos fonds ou nous proposer des collections. Merci Gabrielle. On va marquer une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour parler d'un événement important pour la culture, la journée du patrimoine. Talking des stocks. Vous êtes toujours sur Globule Radio sur le 90.5 FM en direct de la terrasse du Sauce Bar et nous sommes toujours en compagnie de Gabrielle Michaud, responsable des musées de Chamonix. Alors Gabrielle, dans quelques jours maintenant, du 18 au 19 septembre pour être plus précis, aura lieu la journée du patrimoine. Il me semble que c'est quand même très important, d'autant plus dans ces temps difficiles, qu'on garde un accès à la culture et à tout ça. Comment ça va se passer à Chamonix ? Alors déjà, on va commencer la veille, c'est-à-dire le vendredi 17, puisqu'on ouvre cette fois-ci spécialement pour les scolaires. Les enseignants vont pouvoir s'inscrire avec une visite spéciale qui sera au musée alpin centrée sur l'histoire du bâtiment, qui est un ancien grand hôtel du début du XXe siècle. Donc il y aura tout un jeu pour les enfants pour découvrir l'histoire du bâtiment. Et puis le samedi et le dimanche, donc 18-19, on ouvre l'ensemble des musées au public, c'est gratuit, avec une série aussi d'animations et d'activités qui sont proposées. Alors on va faire comme au début de l'émission, je vais prendre peut-être chaque musée l'un après l'autre.
Allons-y. Allons-y. On commence par le bas de la vallée. Donc, à Servoz, parce que j'ai aussi des informations pour Servoz, à la maison du lieutenant, il y aura toute une série d'animations autour du four à pain qui a été réhabilité, réinstallé. Ensuite, aux Ouches, on pourra voir bien évidemment l'exposition sur le Christ roi, mais aussi il y aura des ateliers de dessin le samedi matin et le samedi après-midi, toute une activité autour de la laine. Et le dimanche, il y aura d'autres activités qui sont proposées, plutôt pour les enfants le matin et une visite guidée du Christ roi l'après-midi. Au musée alpin, on propose des petites formes, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir énormément de flux de public. Donc on va proposer des interventions un peu décalées pour découvrir les collections avec des animateurs en salle. Et le samedi matin à 10h30, on a une intervention pour les enfants qui s'appelle Voyage en images et qui va leur permettre de découvrir le musée sous forme d'un atelier. Okay. Voilà. Et puis à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine, on a la très belle exposition sur les 200 ans de la Compagnie des Guides que j'invite tous les chamoniards à aller visiter si ce n'est déjà fait. C'est une exposition qui va durer jusqu'au mois de mai 2022. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer dans les circonstances actuelles. Donc, quand c'est ouvert, allez voir. Autant y aller. Autant y aller. Profitez du week-end des journées du patrimoine. En plus, c'est gratuit. Et il y a des visites guidées le samedi matin à 11h et ensuite une rencontre le soir à 18h. Et en parallèle, on expose à la Maison de Village d'Argentière toute une série de photographies qui ont été collectées auprès des habitants de Chamonix, qui forment une petite exposition qui s'appelle Visage de guide, qui va être visible à partir du 1er septembre. Donc on invite aussi à aller la voir pendant les journées du patrimoine. Voilà un petit peu le programme. Un beau programme. Alors toutes ces activités, il faut s'inscrire ou on peut avoir un accès quand on arrive Alors la plupart des activités sont en visite libre. Certaines vont être sur inscription pour qu'on puisse gérer un peu les ateliers. On trouve toutes les informations sur le site internet de la communauté de communes, à la page musée ou sur le site internet du musée alpin. Et le programme va être diffusé à partir de la semaine prochaine, le 4 septembre, puisqu'il y a le forum des associations. Donc on va commencer à diffuser, puis il sera mis dans les offices du tourisme et les lieux habituels où on diffuse. On attendait que l'été soit fini, là c'est la semaine de l'UTMB, donc à partir de la semaine prochaine, on rattaque sur septembre. Un peu de calme. Et passe sanitaire obligatoire ? Oui, depuis le mois de juillet, dans tous les musées, le pass sanitaire est obligatoire et ça va continuer à l'être. On fait avec. On sait aussi qu'on est dans des lieux qui sont parfois peu aérés, qu'on ne peut pas ouvrir grand les fenêtres parce qu'il y a les collections à l'intérieur. Donc d'un point de vue pour la sécurité de tout le monde, il faut suivre les consignes sanitaires. Oui. Et on parlait donc du musée alpin. Ouais. Il va y avoir des grosses rénovations qui vont se faire. Quand est-ce qu'il va être fermé ? Quels sont les projets sur ce musée ? Alors, sur le projet du musée alpin, effectivement, on commence à travailler sur la partie travaux du musée et sur aussi le contenu intérieur que va prendre le musée. Le musée, normalement, devrait fermer à partir du début octobre pour qu'on puisse mettre en caisse les collections et déménager. Donc ça ne sera plus au même endroit. Alors, les collections, non, parce qu'à l'intérieur, il y aura des travaux. Donc, on ne peut pas conserver les collections au même endroit. On peut pas, c'est pas sécurisé. Il y aurait de la poussière, par exemple, sur les tableaux, alors qu'on vient de les restaurer. C'est beaucoup trop dangereux. Puis, en fait, c'est des gros travaux. On va casser et on va tout recommencer, c'est un petit peu ça. Parce que pour l'instant, dans le musée, il n'y a pas d'accessibilité au public. On est avec des escaliers, des demi-niveaux, des choses qui sont assez vétustes au niveau des murs, des circuits d'eau, des circuits électriques. Donc ça nécessite quand même des travaux de grande importance. Donc l'expérience client va-t-elle changer ? Est-ce qu'on n'est plus dans cette optique, on regarde un tableau, on lit quelque chose, on veut une expérience ? Qu'est-ce qui va changer ? Alors, vous avez déjà des petites oui, les contenus sont travaillés. Scoop à nous dire ? Oui, en termes de scoop, on aura des trésors qu'on ne connaît pas encore. Du nouveau, donc. Voilà, beaucoup de nouvelles collections. Des collections qui auront été restaurées, qu'on ne pouvait pas présenter, donc des choses qui étaient restées dans les placards à cause de ça. Et puis une fois que c'est restauré, c'est beaucoup plus beau, donc c'est beaucoup plus attractif. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, on vit aussi dans un univers numérique.
Donc, on va pouvoir utiliser tout ce savoir-faire numérique pour faire découvrir les collections. On peut faire descendre la mer de glace dans le tableau, la remonter, la redescendre, enfin jouer avec. Et il y aura des films, il y aura toute une série Plus d'interactivité qui sera en complément de la visite. Et puis, on va tenir compte aussi du fait qu'on reçoit un public qui est souvent un public étranger. Et donc, on aura les traductions en langue étrangère pour tout le musée. Mais c'est super. Et pour les autres, concernant les autres musées, est-ce qu'il y a des changements aussi à prévoir ou peut-être des... Tous les musées ont des cycles de vie avec des nouvelles expositions chaque année. On est plutôt sur cette logique-là de renouvellement des expositions. Rotation tout le temps. Et c'est super. On vous dit merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu au micro de Globule. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct du South Bar. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve en compagnie d'Alain Lély ou Lely, j'espère que j'écorche pas son nom, de Bureau Service. À tout de suite sur Globule Radio.